Dans des doigts d'une fée, c'est l'extrait d'un film que nous allons vous montrer qui s'intitule Ntari, si j'ai bien dit comme il fallait, le réalisateur va corriger. Nous allons parler d'une femme que nous voulons vous faire découvrir. Mais sur le plateau, deux messieurs ont accepté de venir parler d'elle avec nous et puis de parler eux-mêmes de ce qu'ils font en filigrane, n'est-ce pas? Nous les recevons ensemble. Monsieur avec la casquette à ma gauche, c'est Moué Poitil Wemba. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes auteur, réalisateur, conteur. Vous venez nous présenter le film que nous avons évoqué déjà, qui campe une femme que on fait durer le suspense, que vous allez nous faire découvrir. Et vous êtes venu avec monsieur Mawawa Mawakiese. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de Paris Éditeur et j'ai entre les mains quelques ouvrages, si j'arrive à le dire, de les éditions Paris. Entre autres, Honneur à Jacques Loubello, Kembela Jacques Loubello, c'est, si je ne m'abuse, sur la musique. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi aux éditions Paris toujours, dans la musique toujours, Anthropologie de la chanson congolaise de variété. Si vous voulez vous réconcilier avec ce qui est dit dans les chansons, autrefois, nous dit-on, tout était bien dit. Aujourd'hui, ce qui est dit, on ne sait pas pourquoi. Et puis, deux autres ouvrages, Dictionnaire des œuvres littéraires congolaises, aux éditions Paris toujours, de Noël Kodia Ramata, que je montre là. Et puis le dernier, qui n'est pas le dernier dans la liste des éditions d'ailleurs, mais sur la question scientifique, c'est le voyage intérieur du bruit, de l'oreille au cerveau. C'est un peu compliqué si on ne connaît pas la fiction, la science peut-être, mais en tout cas, voilà un ouvrage que nous voulons faire connaître à nos téléspectateurs. Merci donc encore une fois d'être présent. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce film, monsieur le réalisateur, alors? Oui, Ntinta qui veut dire en langue congo couleur. Je l'avais donc dit en verlan. Je me raccroche au branche. D'accord. Et donc, c'est un film, un documentaire de création réalisé sur la base du travail de Rod Makumbu, qui est plasticienne, peintre et sculpteuse congolaise qui habite en Belgique. Donc un portrait cinématographique qui retrace ses activités artistiques et culturelles. Une personne que vous connaissez vous-même, monsieur? Naturellement, je la connais très bien puisque Rod Makumbu avait été invité à la première édition parisienne de Malakima Congo, parce qu'on a un festival de Congo qui s'intitule Malakima Congo, et Rod Makumbu était venu exposer donc ces gigantesques créatures à l'occasion de ce festival. Gigantesque créature, talent gigantesque. Ah oui. Ouais. Vous savez qu'elle fait des arts assez monumentaux. Alors on peut en parler, le fait qu'une femme aujourd'hui occupe l'espace, j'ai envie de dire culturel, avec autant de brio, est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous pensez que cela a quelques répercussions, que ce soit sur la place que l'on accorde aux femmes dans les arts en général et dans la société en particulier? Alors, il y a plusieurs choses à aborder à la fois dans ce que vous dites. Déjà, le travail de Rod n'est pas seulement un travail basé sur l'esthétique, mais surtout, il y a un sens. Et elle immortalise des faits à travers son travail. Et en même temps, le sens nous ramène à l'identité, à la diversité culturelle, pour dire, il y a un patrimoine, il y a une façon de faire qui est authentique, et à la mondialisation, qu'est-ce qu'on va apporter. Donc ça touche à la fois ces thématiques-là. Et encore, une femme africaine, oui, c'est pas par hasard que j'ai choisi de réaliser ce film avec Rod, parce qu'elle regroupait beaucoup de choses à travers ce travail qui est quand même un travail qui est bien vu sur l'international. Donc, elle a mérité d'être le personnage central d'une œuvre cinématographique, un portrait sur son travail, mais aussi sur son œuvre, et le sens, comme je disais, qui a sa place à travers tout cela. Mawawa Mawakiese, c'est une approche, un regard sociologique, une interprétation, quel regard portez-vous sur la place qu'elle occupe et sur peut-être ou pas les répercussions que cela pourrait avoir sur, encore une fois, la place, ce qui est désigné comme étant la place des femmes en société congolaise, africaine? Rod Makumbu, elle innove. Elle innove dans la mesure où, généralement, les artistes qu'on nous a toujours présentés, c'est les hommes, ainsi de suite. Mais les femmes aussi faisaient de l'art, mais souvent, elles restaient dans l'ombre. Or, il est évident qu'elle a profité de l'aura paternelle
pour essayer d'émerger et donc de récupérer ce que son papa avait et de le faire éclore sur la place internationale. Et la nouveauté chez elle, c'est que à travers son œuvre, elle fait parler la femme africaine. Elle fait parler la femme africaine, c'est-à-dire que son rôle dans la société, la femme en tant que... Son papa que l'on voit en photo, si je ne m'abuse. Exactement, c'est son papa que l'on voit en photo. Et il y a Rod de l'autre côté, là, à gauche. À la gauche de son papa, quand elle était un tout petit bout de chou. Exactement, voilà, c'est ça. Mais paix à son âme, parce que son papa est décédé l'année dernière. Donc, si vous voulez, Rod, comme je disais, Rod innove dans la mesure où, avec l'art, elle donne une image autre de la femme congolaise. Parce que la femme, c'est pas seulement que le foyer. La femme, c'est aussi la création, c'est-à-dire que la femme, c'est aussi l'intellectuel. Or, dans nos sociétés, bien sûr, qui sont un peu machos, souvent la femme a été confinée au rang de femme au foyer, ainsi de suite. Mais là, je pense qu'avec elle, nous voulons que nos sociétés africaines donnent suffisamment de place aux femmes. En tant qu'éditeur, pardonnez-moi de vous interrompre et de vous égratigner, déjà, les ouvrages que vous nous avez apportés, ceux-ci, mais d'autres encore, ne campent que des hommes à la plume. Oui, mais là, c'est simplement conjoncturel. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs femmes qui vont arriver, pour lesquels on a quelques manuscrits, mais le temps viendra et ils seront édités. Et je pense même que Rod mérite sa place dans le panthéon de l'édition congolaise. Vous vous raccrochez aux branches, monsieur. Alors, vos motivations, parce que ça n'est pas tout que de faire ce travail que vous avez fait. Un réalisateur pourrait se dire, il est d'autres plasticiens, on va, de notoriété publique, on va aller vers eux. Mais pourquoi elle, justement, comme héroïne de ce film, qui est un documentaire, qui n'est pas une fiction? Alors, pourquoi elle? Le choix n'est pas fortuit. Le choix... de ce personnage, de cet artiste qui, déjà sur le plan international, a suffisamment montré un travail qui est apprécié. Est-ce que c'est un calcul stratégique du réalisateur en se disant je vais montrer quelqu'un qui est bankable, comme on dit? Non, je ne la connaissais même pas parce qu'il était question de faire un choix dans cette collection des films Talents du Congo. Et donc, au départ, j'avais fait un projet sur Antoine Mundanda, un film aussi qui existe dans la même collection. Et il y avait une proposition sur les thématiques peinture et sculpture. Alors, pendant que j'étais en train de réfléchir, je suis tombé sur un article sur Rod, que je ne connaissais pas à cette époque-là. Je suis allé sur son site internet et quand j'ai découvert, pas seulement son travail, mais c'est surtout la thématique de l'identité culturelle, la diversité culturelle. Et aussi l'apport, l'apport du passé, parce qu'on a tendance à penser que voilà, ce qui est passé, mais le passé façonne le présent, comme le présent est en train de façonner le futur. Donc tout se tient, il y a comme sur un fil où il ne s'agit pas de méconnaître certains aspects de ce qu'est la vie. Donc ça m'a intéressé, la question de la diversité culturelle et de voir comment elle essaie à sa façon d'archiver, de montrer à travers une esthétique aussi, parce que vous voyez, son œuvre est très colorée. Donc, et aussi ces géants, ces sculptures qui mesurent parfois 3 mètres, qui bien plus grande qu'elle. voilà, 3-4 mètres. Donc ça m'interpelle parce que voilà. Aussi. Et ces peintures aussi. Les femmes voient le monde en grand. C'est peut-être révélateur de quelque chose, le pensez-vous ou pas? Oui, révélateur de quelque chose, mais il faut dire aussi que c'est lié à une nouvelle génération congolaise. Je pense, à mon avis, c'est la génération de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle génération qui est née après les années 90, les années tristes du Congo. Et cette génération-là veut autre chose. Et c'est ce que je vois et au niveau de Rod Makumbu et au niveau de Mo Poiti aussi, qui est le réalisateur. C'est-à-dire que dans notre génération qui vient avant, on avait un côté qui était un peu différent culturellement parlant d'eux. Vous étiez plus versé dans la musique d'ailleurs, non? Effectivement, il y avait beaucoup plus la musique, mais on n'avait pas encore le côté réalisation, par exemple, de films, ainsi de suite. Toute cette technologie, nous ne l'avions pas encore. La technologie informatique qui permet tout ça n'est arrivée que dans les années 90. Donc à la fin de la guerre, ce sont des nouveaux outils qu'ils s'approprient
Et ils découvrent le monde avec ces outils-là, mais ils veulent aussi faire découvrir leur propre monde avec les mêmes outils. Et c'est ça qui est novateur. On ne va pas faire durer le suspense longtemps. Si vous êtes d'accord, je vous propose que nous regardions avec nos téléspectateurs un extrait de ce film-là et on revient sur le plateau. À tout de suite. Donc dans ma sculpture, je commence d'abord par faire mon dessin avec les barres de fer. Je fais d'abord une structure métallique, c'est-à-dire une armature. Et là-dessus, j'applique la pâte de la sciure et la colle que j'applique sur ma structure métallique. Et ensuite, j'habille avec des tissus. Je travaille ces tissus toujours avec la sciure et la colle. Et quand il s'agit maintenant de les habiller, là j'utilise maintenant les couleurs puisque je suis peintre à la base. Je m'inspire du quotidien, donc la vie de tous les jours. La femme africaine reste au centre de ma création artistique. Une façon pour moi de la mettre en valeur. Donc ma source d'inspiration, c'est l'observation. Le danger, comme je disais tout à l'heure, c'est la jeunesse qui ne semble pas s'intéresser à ces activités parce que nous sommes dans des pays où la modernité aussi arrive à grands pas. Tout ceci n'est pas en valeur d'opposition contre la modernité, mais c'est tout simplement une richesse. Donc rappeler la jeunesse que derrière ces activités, il y a un savoir qu'il ne faut nécessairement pas mettre à la poubelle. C'est ça le problème. Donc je parle ici en termes de repères et de rappel, parce que derrière ces activités, il y a un savoir et quand on a des repères, on comprend mieux d'ailleurs l'évolution du monde. Donc ici, je parle en termes de richesse. Donc un homme riche, c'est un homme justement qui peut, par multiples chemins, arriver à un même endroit, par exemple. C'est une richesse. Grand coup de couteau, peinture au couteau de l'artiste. Je vous laisse commenter les extraits que vous avez déjà vus. Oui, c'est-à-dire que là, elle était en train de... Elle est repartie à la forge, hein, mais ça m'a donné beaucoup plus... De l'émotion. L'émotion, et puis ça m'a fait penser au royaume, en fait. Parce que nous, dans nos villages, même quand on y allait, dans les années 60, il y avait toujours une forge. Quand vous parlez du royaume, vous parlez du royaume du Congo. Du royaume Congo, oui. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une forge dans les villages. Et cette forge, nous l'avions vue. Ouais. Nous l'avions aussi utilisée. Donc, quand je revois Rhodes en train de réaliser ses sculptures en se servant du fer, du métal, pratiquement d'une forge, donc je me suis dit, mais c'est vraiment un lien indissoluble avec le passé, quoi. Un lien avec le passé, vraiment. Les femmes avaient-elles accès à la forge à ce moment-là? Ah oui, il y a certaines femmes qui avaient accès à la forge aussi. Certaines, vous avez dit. Certaines avaient accès parce que la forge, ça partait de l'initiation aussi. C'est pas n'importe qui était forgeron, mais il y avait beaucoup d'activités autour de la forge parce qu'il fallait souffler aussi. Donc, mais c'est une activité majoritairement masculine alors? Masculine, mais je pense que les femmes avaient leur mot à dire quand même.
Et aujourd'hui, quand on voit ces doigts de fée, la féminité, et puis elle est menue hein, physiquement, et que l'on voit quand même ces grandes réalisations, cela vous interpelle-t-il? Faut-il se méfier des femmes, finalement? Non, pas forcément. Je pense que chez nous, en Afrique centrale, la femme a toujours été svelte. Hein. Elle a toujours eu une taille fine, qu'elle soit au village ou en ville. Bon, c'est peut-être maintenant avec les changements de la consommation qui fait qu'il y a l'obésité qui arrive. On ne sait même pas c'est dû à quoi. Mais généralement, la femme africaine, elle est svelte. Hein. Voilà. Pourquoi les fleurs que l'on voit à la fin de l'extrait? Des fleurs et des pépinières, il y a encore des fleurs et des papillons. Oui, alors l'image de la fleur reflète ici cette diversité de la nature. Parce que si on n'a par exemple qu'une seule race, une seule espèce, comme dans un jardin, une forêt, si on a une seule plante ou un seul arbre, avec des feuilles, des parfums, des fruits spécifiques, ça devient monotone. Donc l'idée de cette diversité culturelle, les richesses de cette diversité culturelle résident. Chaque peuple, chaque race apporte une coloration, apporte un parfum spécifique, ce qui fait que la race humaine est multiple et unique. Donc cette diversité culturelle se complète en fait. Donc l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité. Voilà l'une des devises phares du royaume Congo ancien. Alors, un royaume Congo où la société est complètement matrilinéaire alors? Attention à ce que les gens racontent. Aujourd'hui, par exemple, M. Mawawa disait qu'il faut donner à la femme sa place. Non, il faut redonner à la femme sa place. Donc, matrilinéarité initialement? Ça dépend comment on l'entend. Aujourd'hui, par exemple, le matriarcat tel qu'il est défini, ce n'est pas le matriarcat comme il existait en pays Congo, parce que les anciens Congo disaient, par exemple, ça veut dire, quand on met au monde un enfant, il faut aussi mettre au monde l'argent pour son éducation, pour qu'il puisse grandir. Or, l'enfant appartient réellement à ceux qui s'occupent de lui jusqu'à quand il grandit, les études et autres. Donc aujourd'hui, le matriarcat, tel qu'il est considéré, c'est ma conception aussi, hein, a perdu sa saveur, a perdu son sel. L'homme et la femme sont tous deux complémentaires dans la société Congo, parce que, si je peux me permettre d'aller loin, les Congos ont toujours placé à l'origine de l'univers un être qu'ils appellent Tatanzambi Mpungu. Mais cet être n'est pas célibataire, il a une femme. On dit même qu'elle s'appelle Yaya Nzambi ou Ngudjanza, la mère du monde. Mais les deux sont complémentaires. La mère du monde, c'est celle qui concrétise tout ce qu'on voit, les astres, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher. Et cette complémentarité fait de telle sorte que l'homme et la femme sont complémentaires, mais en tant que principe, il y a une sorte de hiérarchie. Mais la complémentarité, si la femme est en mesure de faire certaines choses que les hommes ne peuvent pas faire, il faut lui donner sa place. Donc, par exemple, à l'école, dans les études... Par exemple, dans un métier, la forge, je disais tout à l'heure que c'est majoritairement masculin. Et puis, on voit bien, c'est un métier physique. Hein. Il faut couper, il faut tailler, il faut scier. Aujourd'hui, alors, elle inspire le respect, bien évidemment. C'est une artiste de grande renommée. Mais Madame tout le monde, Madame une telle, là, dans le village, qui dirait « je vais à la forge, je vais faire... Est-ce qu'il y aurait un bon accueil de cela? Est-ce que tout le monde dirait ah, vas-y, allez-y madame, on veut bien? Tout le monde qui? L'entourage souvent masculin. Oui, et même les femmes qui parfois intériorisent aussi une perception autre de cela. Moi, je pense que quand on est homme, l'effort qu'on doit faire, c'est de développer le côté féminin aussi pour équilibrer certaines choses. Et quand on est femme, c'est de développer ce côté masculin. Et pour revenir au royaume du Congo, vous savez qu'il y a eu des personnages comme Kim Pavita, Mama Nzinga, Mama Mafuta qui a précédé donc Kim Pavita et autres, qui étaient des femmes, c'était des mères, c'était des femmes qui avaient conscience que les hommes étaient leurs enfants et qui pouvaient aussi, qu'elle avait énormément de choses à apporter pour redresser cette humanité. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité de se battre contre la colonisation, contre l'esclavage, et se sont levés pour aussi protéger leurs enfants qui étaient aussi les hommes. Hein. Vous disiez, est-ce que je peux aller loin? Vous êtes allé très loin. Continuons donc à aller loin. Est-ce que dans ces ouvrages, quand bien même les femmes ne sont pas celles qui écrivent, peut-on, au fil de l'eau,
comme on le voit avec le perchiste, la caméra sur la pirogue, c'est du véritable dépaysement d'ailleurs pour les yeux. Peut-on, au fil des pages, trouver quand même des femmes ça et là dans tout ce qui est dit là, ce dictionnaire des œuvres littéraires congolaises? Je ne voudrais pas vous fâcher avec le lectorat, mais si on ouvre, on va trouver... Il y a plein de femmes là-dedans. Ouh là là. Oui. Il y a des grandes dames là-dedans. Vous allez trouver Émilie Fleur Feignan là-dedans, qui est une grande... alors là, une grande poétesse des deux rives même. Elle appartient même à 4 nations. Émilie Fleur Feignan, elle est là-dedans, elle est immortalisée là-dedans. Et vous avez fait répertorier par titre, par les ouvrages, par le nom des ouvrages. Exactement, c'est-à-dire que là c'est parti, c'est un dictionnaire qui part donc, qui s'arrête en 2000, je pense, 6, hein, si on voit bien. Mais il y aura un deuxième tome, hein, ça va continuer. Mais ça a rassemblé effectivement, pas tous les textes, hein, juste les littéraires en fait, juste les essais, les poètes, ainsi de suite. Nous avons là la gazelle et les exciseuses d'un certain Christian Bambou, que nous saluons bien bas, journaliste à Télé Sud. Voilà, le regard est tombé net dessus, ça n'est peut-être pas anodin. Et puis il y a Jazz et Vin de Palme, c'est quand même poétique. Hein. Les titres sont bien cherchés, bien trouvés. Vous n'avez pas d'impact dessus, mais en tout cas, ça y est, le pacte des contes. Hein. Vous qui êtes donc conteur, est-ce que le cinéma, pour vous, c'est une autre manière d'écrire des livres? Est-ce que l'écriture des livres, pour vous qui êtes éditeur, se superpose quelque part avec le cinéma que vous n'avez pas à ce moment-là pu faire pour les raisons que vous avez évoquées? L'un dans l'autre, on s'y retrouve? Bien sûr qu'on s'y retrouve. Il y a une grande, comme il le disait, une grande complémentarité entre le cinéma, l'écriture, l'art, la poésie, ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard si on se retrouve tous les deux sur ce plateau. C'est parce que quelque part, il y a une affinité qui nous lie. Hein. Moi, j'ai une culture, la culture des deux rives du fleuve Congo est une culture plurielle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de barrière entre la musique, les études, le football, le karaté, ainsi de suite, et aujourd'hui la peinture. Tout ça se liait. On a une grande école de peinture à Brazzaville qu'on appelle l'école de peinture de Poto-Poto. À chaque fois que j'y vais, je vais m'y ressourcer. Je vais rester parfois 1 heure avec les artistes, en train de causer avec eux, voir leurs travaux, ainsi de suite. Peintre dans l'âme. Ah, exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a une interpénétration qui se fait à travers tous les styles artistiques. Voilà. Un lien flagrant d'ailleurs dans les genres, parce que le conte, pour moi, c'était un genre littéraire parmi les plus importants. Et en plus, le schéma dramatique, c'est aussi le même. Hein. On a la caractérisation, présentation des personnages à travers un schéma dramatique qui nous emmène vers le climax et un problème qu'on va résoudre à la fin. Que ça soit dans la nouvelle, que ça soit dans le roman, dans un scénario ou une pièce de théâtre, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Donc le lien aussi existe de l'art vers la science, la religion et autres, d'autant plus que selon la définition des sages africains et Congo, la culture, c'est l'ensemble des valeurs d'un peuple dont la langue maternelle des peuples est le véhicule principal. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une conception occidentale de la culture, c'est une conception qui touche, qui interpelle même les choses de la nature. Je vais vous citer un exemple. La tête, c'est aussi le symbole de la science, parce qu'il y a la réflexion. Le cœur, le symbole du sentiment religieux. Et les mains réalisent ce que la tête a pensé, ce que le cœur a senti comme étant quelque chose à manifester. Et les mains se précipitent pour les concrétiser. Et ce n'est pas par hasard que, à l'origine même de l'être humain, la première manifestation humaine chez les enfants, c'est artistique. Même les peuples primitifs. Donc je pense que la culture et l'art ont une place de choix dans nos sociétés. Et de plus en plus, les hommes de culture vont avoir une mission salvatrice pour cette humanité, je pense. Mais à condition que les artistes soient conscients de la mission que la nature veut leur donner. Parce que trop souvent, trop de sentimentalisme, souvent les artistes ont tendance à se perdre un peu dans certaines choses que je ne citerai pas. Où peut-on voir ce film qui donne envie à nos téléspectateurs voudraient le voir en entier? Là, on a vu quelques extraits. Qu'est-ce que vous nous réservez tous? Vous avez des regards, des clins d'œil appuyés. Alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne leur dit pas à nos téléspectateurs à ce sujet?
Il est bien placé pour en parler. Je pense que le film passera à la télé. Hein. Oui, il va passer à la télévision. Alors, en date, il est prévu en diffusion sur TV5 Monde. Dès le 4 avril donc 2015. Diffusion, donc le film sera intégré dans l'émission Afrique Plurielle, donc, qui sera diffusée sur TV5 Monde plus l'Afrique le 4 avril, avec une rediffusion le 7 avril. Oui. Ensuite, le film sera sur le site internet de TV5 Monde plus l'Afrique. Et donc, nos téléspectateurs pourront le voir librement. Votre mot de la fin, chacun? Notre mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut faire toujours honneur à l'humanité plurielle que nous sommes, notamment à la femme, qui est la source du monde, la source des mondes. Donc là, l'œuvre de Rod Makumbu, je pense que devrait inspirer d'autres femmes. Et d'ici là, nous serons prêtes à les accueillir pour qu'elles puissent aussi écrire des ouvrages. Un mot pour finir? Voilà. Un mot pour finir, moi je dirais par rapport à ce film que j'ai dédié aussi à ma mère, donc à toutes les femmes de l'humanité, je demande que les femmes puissent être conscientes du mécanisme, l'influence qu'elles ont sur leur fœtus, parce que c'est important pour la régénération de l'humanité. Voilà qui est dit. Alors nous aussi, on va dans la série des dédicaces. Dire merci à la magicienne du son, c'est Carole Martinazoli, à la magicienne du maquillage, c'est notre Amina nationale. Et qui ai-je oublié? Les lumières, c'est le magicien. C'est comme au théâtre, hein, Valérie Truffaut. Et puis à la diffusion, Antoine Renoir. Et bien évidemment, je n'oublie pas l'artiste, le poète. Je me suis régalé, Djouman, monsieur le réalisateur, pendant cette émission. Moi aussi, hein.